étais haute comme ça, tu te prenais jusqu'aux genoux, que tu es féroce, mon pauvre chou. Tu me cherchais des raisons... 50 ans après sa mort, le musée Mayol met à l'honneur cet artiste majeur du début du siècle dernier. Installé à Paris, l'élégant Sugaru Fujita avait développé un style unique, peignant en noir et blanc avec un pinceau fait. L'exposition au musée Mayol présente Fujita dans la période que l'on appelle les années folles, c'est-à-dire la première moitié du XXe siècle. Fujita est un artiste japonais qui est arrivé à Paris en 1913 et qui va quitter Paris provisoirement pendant 20 ans en 1931. Il est l'un des artistes les plus célèbres de ce qu'on appelle l'école de Paris parce qu'il est japonais, parce qu'il a réussi à être l'ami de tout le monde, en particulier de Modigliani, et il a inventé un art qui est un art figuratif particulièrement plaisant, avec des très grands fonds blancs et un art du trait qui allie Orient et Occident. C'est une véritable redécouverte parce qu'il n'y a jamais eu d'exposition consacrée à Fujita à Paris jusqu'à présent. Le 6 août, il débarque à Paris, dans les quartiers de Montparnasse. Un jeune élégant de 27 ans, à qui l'on prédit beaucoup de succès. Il est arrivé à Paris en 1913, à la veille de la Première Guerre mondiale, et il s'est installé tout de suite dans le quartier du Montparnasse, qui est le quartier de la Bohème, là où tous les artistes se rencontrent depuis quelques années. Il y a là Picasso, il y a Modigliani, il y a Soutine, mais il y a également des artistes comme Brancusi par exemple, et même Giacometti. Ce sont eux qui vont faire l'art moderne, l'art contemporain. Et ces artistes-là, qui ont des ateliers extrêmement froids, se rencontrent dans un endroit chauffé, c'est le café. Et quand il fait beau, aux terrasses. Et dans ces lieux, ce sont des lieux de sociabilité. On rencontre également les grands modèles. Kiki de Montparnasse sera la plus célèbre. On y rencontre aussi des acteurs de cinéma, mais également des poètes, des écrivains. Vous allez retrouver Cocteau, vous allez retrouver également des modèles comme Pâquerette, qui est probablement la mannequin la plus célèbre à ce moment-là. Donc voilà comment Fujita rentre dans ce milieu. Il est vite identifié, c'est un des rares artistes japonais, mais il va comprendre aussi que pour être connu, il faut être reconnu. Et il va s'inventer une figure, une image de dandy. Et cette image est particulièrement moderne. Il porte des lunettes parce qu'il est très myope, mais des lunettes rondes. Il va se coiffer, il appelle ça à la chien, mais en fait c'est une coupe au bol. Il va porter des boucles d'oreilles, il va même porter des tatouages. Et puis, ce qui est très surprenant, c'est son allure entre Orient et Occident, là aussi. Il peut porter un kimono ou alors ce qu'on appelle un marcel, c'est-à-dire un débardeur, ce qui est très à la mode maintenant, mais qui ne l'était pas à ce moment-là. C'était des sous-vêtements, donc on ne le portait pas dans la rue. Et puis, il porte pour la première fois également la marinière. Avant Jean-Paul Gaultier, bien évidemment, mais aussi avant Picasso, qui va souvent porter cette marinière. Et là encore, c'est un vêtement qui est un vêtement de travailleur, c'est un vêtement que l'on utilise chez les pêcheurs, pas du tout chez les artistes. Et donc voilà un homme qui se promène dans Paris et que l'on reconnaît immédiatement, on se retourne aussi face à lui, parce qu'il porte des bijoux, il peut même lui arriver de chipper les bijoux de ses compagnes, et il s'amuse de cette image. Mais en même temps, c'est un artiste extrêmement travailleur, un travailleur acharné. Son atelier est un espace de travail solitaire. En effet, il est jaloux de ses secrets, en particulier de ses fonds blancs. À 17 ans, il suit des cours de français. Son idée est de suivre l'enseignement artistique en France. Mais son père souhaite qu'il intègre d'abord l'école des beaux-arts de Tokyo. 3 ans après, son père acceptera de financer un voyage d'études à Paris.
il s'expose, il pose, on le voit dans les actualités cinématographiques, on le voit à la une des journaux, et en même temps, il quitte très vite les fêtes, puisque Paris est connu pour être une fête éternelle, mais il quitte très vite ces fêtes et il rentre travailler. Et on découvre dans cette exposition le travail acharné de cet artiste qui, à force de dessins, d'esquisses, va arriver à créer une œuvre d'une virtuosité incomparable. Et puis, ce qui est très surprenant, il va inventer d'une certaine façon les fonds blancs destinés à la figuration. Il invente une technique extrêmement lisse qui est plus proche de la peinture sur porcelaine alors que c'est une peinture à l'huile. Et très souvent, on s'interroge sur cette œuvre. On se demande si c'est un dessin, une aquarelle ou une peinture à l'huile. Et la surprise, c'est que c'est une peinture à l'huile. Fujita, qui est un artiste bohème à Paris, est issu d'une haute lignée. C'est un aristocrate. Il est fils d'un médecin général. C'est aussi un héritier des samouraïs. Donc, il fait remonter d'ailleurs sa généalogie au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est dire l'importance de cette famille. Et c'est aussi étonnant de voir que cet homme qui était destiné à une carrière beaucoup plus compassée ou éventuellement une carrière diplomatique se destine très très jeune à la peinture. Il ne rêve que d'une chose, devenir le premier peintre de Paris. Et son rêve, c'est vraiment de s'installer dans cette capitale. Fujita est très surprenant pour nous. Il a eu 5 épouses successives. Quand il est arrivé à Paris en 1913, il était fiancé à une jeune artiste japonaise qui a refusé de le suivre. Il va d'ailleurs charger son père de la séparation, puisque c'est plutôt un accord entre clans qu'un accord entre individus. Il va épouser très vite une jeune femme qui est peintre et modèle, qui s'appelle Fernande Barret, qui va d'ailleurs le propulser sur la scène artistique parisienne. Fernande va le quitter pour un autre artiste japonais qui s'appelait Koyanagi. Et Fujita va rencontrer à ce moment-là un autre modèle qu'il va surnommer Yuki, qui veut dire neige. Elle a une peau blanche, une carnation extrêmement claire. Et c'est une femme qui est une intellectuelle, qui lit beaucoup et qui va l'entraîner dans tous les milieux. Et c'est avec lui qu'il va traverser cette fameuse période dite des années folles. En 1931, Fujita est très proche à ce moment-là de Robert Desnos, le grand poète français. Et Yuki, sa compagne, est tombée amoureuse de Desnos. Et Fujita quitte Paris très brutalement en confiant à Robert Desnos le soin d'aimer Yuki. Et il quitte Paris accompagné d'une troisième française qui s'appelle Madeleine Lequeux, dite Maddy Dormant, jeune danseuse rousse du Casino de Paris. C'est avec elle qu'il va traverser la période des années 30. Elle va mourir prématurément en 1936 au Japon. Et c'est là où il va rencontrer sa dernière compagne, sa 5e compagne, qui est japonaise, Kimiyo, et avec qui il va vivre jusqu'à sa mort en 1968. Ce qui est très étonnant, c'est que toutes ces femmes ont gardé des souvenirs de Fujita et des souvenirs très tendres, et qu'elles vont souvent confier à Fujita après les archives préservées. Et ce qui est très étonnant également, c'est que Fujita va les soutenir financièrement jusqu'à la fin de leur vie. Et donc voilà un homme qui est particulièrement tendre et apparemment extrêmement aimé par toutes ces femmes.
31 octobre 1931, il embarque pour Rio de Janeiro. Pendant 2 ans, il va trouver en Amérique latine un nouveau souffle artistique, avant de regagner les pays natals en 1939. Quand Fujita arrive à Paris, il va s'installer assez rapidement, c'était Falière, là où vit Amedeo Modigliani. Et les deux hommes vont très bien s'entendre. Ils vont d'ailleurs former quasiment une cordée, comme on pourrait parler de cordée cubiste pour Braque et Picasso. Il y a une véritable cordée entre Fujita et Modigliani. Ils vont ensemble au musée, ils redécouvrent l'art étrusque. Modigliani lui apprend énormément de choses sur l'art italien que Fujita ne va découvrir en réalité qu'en 1922. Après la mort de Modigliani. Et cet ami très cher, quand il va mourir, Fujita va être profondément heurté. Il va même proposer d'aider Jeanne Hébuterne, il va même proposer de protéger le corps de Jeanne Hébuterne qui va se suicider au moment de la mort de son compagnon. Et Fujita, quand il revient à Paris en 1950, déclare aux journalistes qu'il revient à Paris pour y vivre, pour y mourir et surtout pour y être enterré aux côtés de son ami Modigliani. Ce vœu ne sera pas exaucé, mais c'est dire l'importance qu'avait Modigliani pour Fujita. La technique sur toile de Fujita est unique. Il peint désormais à l'huile. La plupart des artistes comme Matisse, Braque peignaient avec une brosse large. Contrairement à eux, je me suis mis à peindre avec un pinceau fin. Tout le monde utilisait beaucoup de couleurs superbes, mais j'ai cherché à peindre légèrement et en noir et blanc, déclara-t-il plus tard. Cette exposition met en évidence à la fois des collections publiques et des collections privées. Et tout le travail a été fait de co-commissariat entre Sylvie Buisson, qui est experte et qui connaît bien les collections privées, et moi personnellement, qui suis directrice de la maison Fujita, et qui travaille plutôt avec le public. Donc nous avons essayé d'unir nos forces avec le soutien de la Fondation Fujita qui gère les droits moraux et patrimoniaux de Fujita. Et c'est vraiment à l'initiative de cette fondation, qui est abritée Fondation Auteuil. Et nous avons donc fait un travail collectif avec le soutien de grosses collections comme celle du musée des Beaux-Arts de Reims ou celle du département de l'Essonne. Donc nous avons mis en œuvre énormément d'énergie effectivement, mais pour le plus grand plaisir, c'est faire redécouvrir un artiste incomparable et qui a été l'enfant chéri de Paris et qui va redevenir, j'en suis certaine, l'enfant chéri de Paris.